Mesdames, Messieurs, bonsoir. Énergie renouvelable et décarbonation au menu de questions d'actu ce soir. Et ces thématiques étaient au menu et ont largement dominé l'agenda du Conseil du gouvernement aujourd'hui. 3 des 5 projets de décret examinés par l'exécutif concernent et encadrent les sources de production d'énergie pour notre pays. Verte en l'occurrence, le sujet est d'autant plus d'actualité car le principal marché à l'export des produits manufacturés ici au Maroc impose de nouvelles règles contraignantes qui imposent à leur tour l'adaptation. Mais les efforts de décarbonation du Maroc s'inscrivent déjà dans une continuité d'objectifs plus larges, ceux d'un développement durable, d'une sécurité énergétique et d'une diversification économique. Énergie solaire ou éolienne, hydrogène vert, efficacité énergétique ou pratique durable, le Maroc entend devenir un leader de l'action climatique et un modèle pour les autres pays en développement dans la transition vers un avenir à faible émission de carbone. Et il faudra noter néanmoins que plusieurs défis demeurent. Comment assurer un financement adéquat pour les projets d'énergie verte et de transition énergétique? Comment faire progresser les capacités technologiques et promouvoir l'innovation pour soutenir la transition énergétique? Enfin, quel impact social et économique efficient de telles pratiques durables? Pour répondre à ces questions avec moi en plateau, le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'Université Hassan II de Casablanca, professeur Abdelatif Komat, bonsoir. Bonsoir, c'est toujours un plaisir, la Khadija. Marhaba, un plaisir renouvelé de vous accueillir pour cette nouvelle saison de questions d'actu. Merci de répondre à notre invitation. Et avec nous ici, on le connaît comme expert de relations internationales, mais il n'a pas que cette casquette, il est également expert en changement climatique, directeur de publication du magazine Energy Efficiency par le groupe AOB. Fed Botaleb, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Et d'abord, messieurs, un mot sur ces décrets ou ces projets de décrets discutés aujourd'hui au Conseil du gouvernement. Professeur Komat, d'abord, l'efficacité énergétique pour les entreprises de services énergétiques. Le deuxième décret porte sur le certificat d'origine attestant que l'électricité produite provient bel et bien de sources d'énergie renouvelable. Et puis le troisième projet de décret sur la loi relative à l'autoproduction, la très attendue loi relative à l'autoproduction électrique. En fait, ce sont des décrets qui s'inscrivent parfaitement dans la stratégie qui est tracée par le Maroc, bien sûr avec plusieurs échéances. Et aujourd'hui, on sait que le cap de 2030 où l'énergie renouvelable devrait représenter 52% au niveau de la production d'électricité au Maroc. Aujourd'hui, on est aux alentours de 32-33%. Et donc, bien sûr, pour qu'on puisse avancer dans les objectifs escomptés, mais également pour faire face à des contraintes, notamment, je dirais, imposées par l'environnement économique. Aujourd'hui, on parle de l'export, notamment vers l'Europe. À partir de 2026, il va y avoir des nouvelles règles, notamment la taxe carbone. Et donc, il y a des mutations au niveau international qui imposent au Maroc, en fait, une adaptation en termes de stratégie, en termes de politique économique, mais également sur le plan juridique. Et heureusement, en fait, le Maroc, je dirais, a pris le pli et l'expertise depuis plusieurs années. Et ça, c'est un avantage par rapport à ce positionnement, parce qu'il faut le rappeler, à travers les COP, à travers plusieurs rencontres internationales, le Maroc a été pionnier, notamment au niveau de la région MENA, au niveau de l'Afrique, pour s'engager, pour entrer dans une politique de décarbonation. Tout d'abord parce que ça fait partie de notre stratégie interne en termes de souveraineté énergétique et puis aujourd'hui, faire d'une contrainte une opportunité. On sait que la question de l'énergie a été toujours une contrainte pour le Maroc, mais aujourd'hui, il est en train de la transformer en opportunité. Alors bien évidemment, la dimension juridique est fondamentale parce qu'il s'agit de réglementer et de réglementer des aspects importants. Vous avez évoqué 3 décrets. Chaque décret a son utilité. Bien sûr, il y a l'efficacité énergétique des sociétés productrices d'électricité. C'est très important parce qu'ils doivent donner l'exemple aujourd'hui. Toute entreprise, justement, est appelée à démontrer qu'elle est dans l'efficacité énergétique parce que c'est un des volets importants, justement, pour aller vers cette je dirais, transformation. Deuxième décret, par rapport au certificat d'origine électrique, ça c'est également très important.
parce que dorénavant, en fait, on le voit au Maroc, il y a beaucoup d'entreprises qui recourent à l'énergie propre, notamment l'énergie solaire, l'énergie éolienne. Et il s'agit de pouvoir le démontrer lorsqu'il s'agit en fait, de répondre à des appels d'offres internationaux qui exigent justement à ce que l'entreprise soit inscrite dans cette, je dirais, réalité d'utiliser l'énergie propre. Et jusqu'à présent, il n'y a pas un moyen, un outil pour donner un certificat attestant que l'entreprise telle ou telle utilise telle ou telle source d'énergie. Donc il était temps, sachant que ce sont des pratiques qui sont déjà existantes dans notre pays, que ce soit pour l'autoproduction ou notamment sur ces pratiques-là. Parce que la question de la normalisation et de la certification sont des questions fondamentales. Et d'ailleurs, l'IMANOR, qui est l'organisme de certification, il fait partie des acteurs importants autour de la table, parce qu'il s'agit de certifier, il s'agit de normaliser, et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ce décret. Et bien sûr, le troisième décret, il est relatif à l'autonomisation de la production. Là également, on appelle, il y a moyen, il y a potentiel à ce qu'il y ait de l'autoproduction, notamment au niveau de la moyenne tension, mais il s'agit bien sûr de réglementer la manière avec laquelle produire, consommer, mais également utiliser la surproduction, parce qu'il y a également des situations où il y a de la surproduction, comment la partager, Et donc ce sont des aspects très très importants qui sont traités par ces décrets. Absolument, et ces décrets s'inscrivent, vous l'avez dit, professeur Komat, dans une vision beaucoup plus globale et qui ne date pas d'hier. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu que, en gros, juste faut résumer, pas attendu que l'Union européenne impose cette fameuse taxe carbone à partir de 2026. Bon, même la date, elle est peut-être qu'elle serait revue à une date ultérieure, mais en tout cas, on n'a pas attendu cette date-là pour commencer à travailler sur cette décarbonation, à travailler sur cette transition énergétique. Alors maintenant, ce n'est plus à prouver, on va le dire quand même, et tout le monde le sait, le Maroc est pionnier en termes de production d'énergie solaire. Fait de Botaleb, quand on parle de la stratégie nationale pour le développement durable déjà, donc ça se passe beaucoup plus large à horizon 2030, la fameuse SNDD, ou encore de la stratégie de développement bas carbone à horizon 2050. Quelles sont les avancées, quelles sont les réalisations dans le cadre de ces deux stratégies qui établissent les principales orientations de l'économie et des sociétés marocaines en matière de décarbonation? Mais tout d'abord, comme l'a souligné M. le doyen, la production aujourd'hui installée, elle est à peu près de 33%. C'est à peu près 4 gigawatts d'énergie renouvelable que le Maroc produit, soit 4 fois plus qu'il y a 20 ans. Donc il y a eu de véritables avancées, et je rappelle la station Nour qui est la plus grande station solaire dans le monde, et puis d'autres chantiers sur lesquels le Maroc travaille sérieusement. Il y a l'éolien, mais il y a aussi de plus en plus l'hydrogène vert. Alors pour le bas carbone, encore une fois, je rebondis sur l'hydrogène vert. Il fait partie des outils les plus importants pour accompagner les industriels marocains à décarboner leurs produits. On parlait d'autoproduction, il y a aussi peut-être même réinjecter dans le réseau. C'est là où une loi était nécessaire, surtout. Oui, en fait. Et donc ça va permettre aux industriels de pouvoir gagner, non seulement avoir une facture, un coût énergétique, mais peut-être avoir... Gagner, mais aussi peut-être investir et peut-être aussi d'amortir l'investissement initial, parce que c'est là aussi où certains industriels montrent quelques appréhensions quant à l'investissement pour la transition énergétique et parce que ce sont quand même des investissements qui restent très lourds pour un Bien sûr, un et chef d'entreprise. si on rajoute une taxe carbone, ça n'arrange pas les choses. C'est pour ça que beaucoup de... Est-ce que la taxe carbone, justement, de quoi s'agit-il? En fait, quelles sont ces mesures qui ont été adoptées en Europe, notamment, mais c'était en mai 2023? Alors en fait, oui, c'était en mai 2023, mais ça remonte encore à plusieurs années avant. Oui. C'est une taxe proportionnelle au carbone émis dans le processus de production, oui, pour les industriels. Donc, plus ils vont émettre de carbone dans ce processus, plus la taxe sera élevée, donc ce qui les incitera à alléger leur empreinte carbone, à réduire leur empreinte carbone. Donc, tous les kilogrammes ou les tonnes de CO2 produits
ou bien qui sont la conséquence du processus de production industrielle. Et l'idée, finalement, est plutôt noble, puisqu'il est nécessaire de réduire les effets du changement climatique qui sont directement dus aux émissions de CO2 et aux gaz à effet de serre. Il n'y a pas que les CO2, il y a aussi les non-CO2. Mais il faut effectivement contrôler la présence de ces particules dans l'atmosphère. Cela étant dit, aujourd'hui, encore une fois, on peut ressentir une certaine injustice que de faire payer aux pays qui sont en développement, qui ne sont pas responsables de la situation climatique dans laquelle le monde se trouve aujourd'hui, les faire payer aujourd'hui, alors que ce sont des pays qui ont des contraintes, ces contraintes qui retardent leur émergence, et ce sont des contraintes difficiles. Ce sont des pays qui doivent travailler à bouchée double pour pouvoir arriver aux standards auxquels les Européens sont arrivés. On a l'impression, des fois, que l'Union européenne travaille à huis clos et ne se rend pas compte un peu de l'importance du voisinage. Et pour revenir à l'idée du profit aux industriels, beaucoup d'opérateurs demandent à ce que, s'il y a une taxe carbone, eh bien, les profits ou peut-être les recettes de cette taxe puissent être réallouées aux pays en développement pour qu'ils puissent aider leur tissu industriel à se mettre à niveau. L'idée n'est pas mauvaise, mais elle est incomplète si vous voyez un peu ce que... Est-ce que l'État peut assurer justement un financement pour les projets d'énergie verte, professeur Komat? Alors bien sûr, il y a en fait des projets de financement. Vous savez que à travers l'Agence d'efficacité énergétique, aujourd'hui, nous avons un fonds pratiquement de 1 milliard de dirhams, donc dans le cadre de ce qu'on appelle Tatouer vert, qui en fait consiste à accompagner le tissu économique d'une manière générale à une transition, je dirais, énergétique. Alors bien sûr, la transition énergétique, il est composé essentiellement de 3 dimensions. Alors bien sûr, il y a la substitution de l'énergie fossile, ça c'est le point focal. Tout ce qui est gaz, pétrole, charbon, il faut le substituer par de l'énergie propre. Et là, bien sûr, il y a le solaire, l'éolien, mais il y a également d'autres sources d'énergie. Et bien sûr, il y a également tout l'environnement de production qui doit prévoir tout ce qui est isolation thermique, d'accord ? Tout ce qui est utilisation électrique moins, je dirais, consommatrice d'électricité. Donc, il y a un ensemble d'outils qui sont prévus. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle les capteurs de CO2, avant leur propagation, il y a également des mécanismes, il y a des outils qui sont prévus et qui devraient être installés par les entreprises qui produisent justement le CO2. Alors bien sûr, l'État agit tout azimut. Bien sûr, il agit à travers plusieurs ministères, notamment bien sûr l'efficacité énergétique, mais également le ministère du Commerce et de l'Industrie, à travers des agences et également. Il y a tout un programme. Il y a bien sûr un financement, notamment un financement international. Le Maroc, aujourd'hui, fait partie d'un consortium dans lequel il y a plus de 27 institutions financières. Il y a la BIRD également, qui participe à hauteur de 360 millions d'euros, justement dans des programmes de financement. Bien sûr, on ne peut pas demander à l'entreprise cette transition, cette métamorphose, sans qu'il y ait tout d'abord de la sensibilisation, de la communication, de l'accompagnement et du financement. Et sur ce plan-là, je crois qu'il y a une mobilisation. Aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité, notamment au niveau de la CGM. Il y a plusieurs réunions. Il y a des guides également qui sont élaborés, qui sont distribués. Je crois qu'il y a une mobilisation. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la taxe carbone. Peut-être il sera reporté, mais au moins, il est pour le moment un moyen, je dirais, d'impulsion d'une dynamique. Et ça, peut-être, c'est l'avantage, je dirais, de ces dates qui sont des échéances qui poussent à une dynamique. Je crois que le Maroc, d'une manière générale, il y a ces dynamiques. Et l'État... En parlant de dynamique, est-ce qu'il y a, parce qu'on parle de cette taxe carbone imposée par l'Union européenne, est-ce qu'on pourrait aussi voir une taxe carbone dans le prochain code des impôts, par exemple ? Oui, pourquoi pas, en fait. Bon, c'est vrai qu'il y a toujours ce déséquilibre au niveau des relations commerciales internationales. Non, mais je parle du Maroc. Est-ce qu'on pourrait peut-être éventuellement aussi prévoir une fiscalité environnementale, taxer les gros pollueurs ou en tout cas ceux qui ne s'inscrivent pas? Je parle du Code général des impôts marocain. Oui, alors là, vous parlez des pollueurs marocains. Oui. Parce que moi, j'ai pensé peut-être à ce que le Maroc également
instaure une taxe en matière d'importation, parce que certainement nous importons également des produits issus d'entreprises qui ne respectent pas. Et c'est peut-être à ce niveau-là que les relations en général sont déséquilibrées entre notamment l'Union européenne et les pays en développement d'une manière générale. Tout à fait. Alors bien sûr, la question d'entreprises polluantes payantes, c'est un concept qui est là, qui existe. Qui est adapté peut-être aussi à la fiscalité marocaine, selon vous, professeur Komat? Alors, il existe dans des pays avancés aujourd'hui. On voit, par exemple, les grandes compagnies énergétiques en Europe et autres, ils ont des taxes spéciaux liées à la pollution. Alors, pour le cas du Maroc aujourd'hui, il faut dire que, nous avons ce qui est développé, parce qu'il y a quand même des secteurs, il faut le rappeler, qui sont identifiés, notamment tout ce qui est acier, fer, aluminium. Alors on parle d'engrais également, de la production de l'engrais, tout ce qui est chimique. Bien sûr, il y a aujourd'hui, et ça c'est un point positif qu'il faut relever, c'est que l'OCP, qui est, je dirais, la plus grande industrie, je dirais, de transformation au Maroc, et qui porte sur un des secteurs qui est en fait aujourd'hui considéré comme les secteurs à observer, notamment au niveau international. J'ai parlé de 4 ou 5, notamment tout ce qui est acier, aluminium, fer, et la production électrique et les engrais. Alors l'OCP, il est pionnier au niveau mondial parce qu'il est entré d'une manière délibérée dans une stratégie de protection environnementale, donc il fait partie d'une manière intrinsèque de sa stratégie. Aujourd'hui, tout ce qui est fait, d'ailleurs, il y a eu tout un plan, notamment de redimensionnement des industries construites dans les années 60 pour les amener sur les standards internationaux. Mais tout ce qui se fait dorénavant, il place l'environnement comme, je dirais, une priorité. Alors ça, c'est la grande industrie au Maroc. Alors bien sûr, nous avons l'industrie automobile également, qui est une industrie qui est concernée parce que dans l'avenir, tout ce qui est exportation de l'automobile, notamment à l'Europe, doit prendre en considération justement cet effet émission d'effet de serre. Et donc, bien évidemment, l'industrie automobile au Maroc également intègre d'une manière très forte ce souci. Et donc, moi, je ne crois pas que, en fait, nous sommes un pays, je dirais, qui est taxé ou qui souffre d'un excès de sources de pollution. Mais, bien sûr, on devrait, notamment pour préserver nos exportations. Parce que nous avons quand même une métamorphose au niveau de la structure des exportations du Maroc, qui sont allées des matières premières ou de quelques secteurs classiques comme le textile agroalimentaire. Aujourd'hui, on a l'industrie automobile, l'aéronautique, l'électronique qui prennent de l'ampleur. Il s'agit de les inscrire dans je dirais, des standards, dans des normes, de manière à ce qu'ils puissent, je dirais, garder leur positionnement au niveau international. Et ça, je crois, ça serait pour le Maroc dans l'avenir beaucoup plus une opportunité et sera un modèle. Et je crois que c'est cet élan-là que nous sommes en train de lancer à travers les différentes mesures, qu'elles soient juridiques, qu'elles soient de politique d'accompagnement, qu'elles soient de financement, qu'elles soient de communication, de sensibilisation. Oui, et cela a un coût. Par exemple, en tout cas, si on prend les estimations de la Banque mondiale, sur le financement de la transition écologique, ça nécessite un effort financier de 78 milliards de dollars sur la période 2020-2030, soit 7 milliards de dollars en moyenne par an, soit 5% du PIB marocain. Faites Boutaleb, comment financer? J'insiste sur ça, parce que c'est le nerf de la guerre. L'Inde, qui est aussi un des pays les plus concernés par cette taxe carbone, puisqu'ils exportent considérablement pour l'Union européenne, eh bien, l'Inde a proposé de collecter la taxe domestique, dans le marché, domestiquement. C'est-à-dire, avant que les produits n'arrivent, ils collectent la taxe pour pouvoir... donc, ils vont eux-mêmes taxer leurs propres produits. Si ces produits sont conformes, ils ne seront pas taxés, donc ils ne seront pas taxés une fois arrivés sur le marché européen. S'ils ne sont pas conformes, c'est l'État indien qui va taxer. Et c'est lui qui va collecter la recette. C'est pas un second pays ou un pays tiers qui va collecter ces impôts. Voilà. Et c'est bien, ça permettrait de financer justement tous les impératifs de la transition énergétique. C'est pour être sûr que, même si on a des promesses, parce qu'on a eu des promesses quand même de financement, de la transition énergétique, l'accord de Paris. Le seul obstacle par rapport à cette proposition de l'Inde, c'est
l'OMC, donc l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, voilà, et les accords du GATT, etc., qui empêcheraient qu'on puisse taxer des exportateurs vers tel marché et pas d'autres vers tel autre marché. Mais peut-être qu'il faudrait généraliser, mais c'est compliqué ces histoires de taxes, effectivement, pour des pays, comme l'a rappelé M. Komat, le Maroc, il connaît un bouleversement de ses exportations. Jusqu'au mois de mai, cette année, fin mai, on a fait 190 milliards de dirhams d'exportation. Oui. On n'arrivait pas à ce chiffre il y a à peine 15 ans, pour toute une année. Pour 12 mois, pas pour 5 mois. Donc on a eu notre structure et le volume des exportations a augmenté et ça risque. Il y a une étude de la CNUKED qui démontre que les pays africains seront impactés par ces taxes carbone de l'Union européenne. Beaucoup de pays verront leurs exportations diminuer. Alors, diminuer ou manquer de compétitivité tout simplement, parce que le produit va coûter plus cher, automatiquement il est plus compétitif sur un marché qui lui était déjà difficile d'accès. Et non, disons-le, acquis. Pour beaucoup de produits made in Maroc. Parler des Marocains, oui, voilà, tout à fait. Bien sûr. Pour le Maroc, oui. C'est notre premier client, c'est l'Union européenne. Exactement. Mais déjà, c'est un marché qui est quand même difficile d'accès, même si mais il y a toute une série de normes auxquelles il faut se conformer. Et les exportateurs marocains ont fait cet effort-là. Mais aujourd'hui, on leur rajoute et comme vous dites, ça va rendre plus difficile pour eux l'accès à ce marché-là, qui déjà est saturé. Donc, effectivement, je ne sais pas l'opportunité de cette mesure de l'Union européenne, mais il faut quand même, je pense que les États qui sont les plus concernés, qui sont des pays émergents, exportateurs, je pense aussi aux BRICS, par exemple, devraient directement s'adresser à la Commission européenne. Plusieurs pays, plusieurs secteurs exportateurs sont concernés. Ce projet est porté par la Commission européenne. La Commission européenne elle a des relations diplomatiques avec ces pays-là. Oui. Il faut absolument aller porter l'idée que les recettes de cette taxe, en tout cas, puissent revenir, parce que c'est injuste quand même. Et nous payons, encore une fois, il faut le rappeler, nous payons quand même une situation environnementale globale, planétaire, dont nous ne sommes pas responsables. Et jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont responsables, et c'est les 3 grands marchés, c'est États-Unis, Union européenne, Chine. Donc c'est à eux, normalement, que devrait revenir la responsabilité. Donc, bien sûr, nous sommes tous sur le même navire, puisque l'impact de l'environnement, l'impact climatique va s'impacter sur toute la population, va se répercuter sur tout le monde. Oui, c'est selon. Le CO2 ne reconnaît pas les frontières ou la civilisation. Absolument. Cela étant dit, l'Union européenne, elle le sait, et il devrait y avoir une réallocation des recettes vers les pays, renforcer plus le tissu industriel. Vous avez parlé de la Bird. La Bird, effectivement, donne des fois des dons, souvent des crédits à des taux d'intérêt plus intéressants que le secteur bancaire standard au Maroc, mais c'est peut-être pas suffisant. Ça devrait aller plus pour aider le tissu industriel marocain à être plus compétitif, à vendre pour l'Union européenne, vers le marché européen, et surtout l'aider à avoir moins de contraintes, notamment idéalement moins de taxes. Si la taxe est la seule solution que les législateurs en Europe a trouvé, tant mieux, puisque peut-être que cela aura un impact, permettra effectivement de réduire les émissions de CO2. Il faut attendre quand même de voir les premières retombées pour être sûr de savoir si effectivement une taxe peut réduire les émissions de CO2. Exact. Mais parce qu'encore une fois, excusez-moi, on tâtonne, j'ai l'impression. Je ne finis pas mon idée. On ne sait pas si la taxe elle va marcher, mais on l'impose quand même. On l'impose quand même, un peu comme les crédits carbone. Là, il y a grand débat là-dessus. 10 ans de négociations. Oui. Toutes les COP. Et là, la COP qui arrive à Bakou, c'est l'article 6, encore une fois, de l'accord de Paris, qui sera négocié pour essayer de savoir comment les ratios à appliquer sur la taxe carbone et qui sera concerné. Mais ça a été discuté pendant la COP28. C'était le plus grand débat à Dubaï, c'est de savoir si effectivement, d'abord s'il y a une sortie des énergies fossiles, bien sûr qu'elle n'est pas pour demain, et là ça a vraiment posé problème, mais aussi sur ces grands pollueurs, et aussi quand même il y a une certaine approche de poids, de mesure vis-à-vis du pollueur, de celui qui finalement paie le prix, parce qu'au final, même en Afrique, et notamment au Maroc, on le sait avec le stress hydrique et la sécheresse, c'est nous qui payons au prix fort les effets de ce changement climatique dû à la pollution des grands pays pollueurs. CDE, des pays, notamment l'Union européenne, la Chine, les États-Unis. Donc là, il y a vraiment un problème. La taxe carbone, elle permet de pouvoir continuer à polluer, vous parliez des grands pollueurs, mais d'acheter des crédits carbone d'ailleurs pour pouvoir équilibrer un petit peu de manière globale les émissions de CO2.
beaucoup doutent sur l'efficacité de ce mécanisme, même si ça fait 10 ans que les négociations continuent. Mais la vraie question, vous disiez, c'est toujours, on a affaire. Ce sont les pays pollueurs qui aujourd'hui essaient de corriger, mais ils omettent un peu de voir entièrement, dans leur entièreté, leurs responsabilités. Et ça, c'est un véritable problème auquel je pense que les pays du Sud, et bon là, la COP se tiendra dans un pays producteur de pétrole qui est l'Azerbaïdjan, mais c'est aussi un des pays du Sud global qui s'illustre bien dans la scène de ce qu'on appelle le nouveau Sud global. Il faut quand même pousser à ce que la responsabilité soit plus sur ces pays émetteurs. Je ne parle pas que de l'OCDE, parce que la Chine aussi, la Chine est concernée. Oui, on ne peut plus concerner quand même. On parle du géant industriel. Une dernière chose, Khadija. En fait, c'est là où il y a contraste, c'est que c'est l'un des pays qui a le plus avancé en termes de transition énergétique et d'énergie verte et de production d'énergie verte. Il faut le rappeler. Ce géant chinois. Ce géant chinois, oui, qui est très poussé dans ce qu'on parlait tout à l'heure d'efficacité énergétique et aussi dans la production de renouvelables. Oui, la Chine a pas mal de choses à dire. Les pays du Golfe également, aujourd'hui, ils placent comme une priorité stratégique. Ce sont les pays producteurs du pétrole aujourd'hui. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, ils ont toute une stratégie d'aller vers les énergies. Il ne faut juste pas leur demander de sortir totalement des énergies fossiles. Merci beaucoup, professeur Komat. Toujours un plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis pour votre fidélité. Très bonne soirée.